Bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, nous faisons un focus sur l'épilepsie, une maladie souvent entourée de mythes et de préjugés dans nos sociétés. Nous évoquerons également les mesures à adopter pour gérer notre stress et préserver notre bien-être au quotidien. Mais avant tout cela, place à la rubrique On est en forme. Bonsoir Bernice, Bonsoir Olive, comment tu vas? je vais bien, merci. Ce soir, nous allons parler des femmes enceintes et la relation dans le couple et surtout l'accompagnement de la femme enceinte pendant cette période de grossesse. Nous savons que lorsque la femme est enceinte, elle est fragile. Elle a besoin d'attention et on a besoin d'accompagnement. On a besoin d'être soutenu. Et ici, vous allez nous dire ce soir, pourquoi est-il important que nos partenaires, nos maris, nos chéris soient à nos côtés lorsque nous sommes enceintes? La femme enceinte a besoin d'être soutenue par son mari, par son homme. De quelle manière? Il doit l'aimer, il doit l'accompagner, il doit communiquer avec elle, il doit l'écouter, il doit faire un effort pour satisfaire ses envies, qualifiées parfois d'étranges, et il doit aussi être à ses côtés tout le long de la grossesse. Et c'est une chose idéale de préparer ensemble l'arrivée au monde du bébé. La préparation doit être du côté financier, du côté matériel. Au-delà du fait de Et même du chercher côté affectif. du côté affectif, oui, j'en venais. Mhm. Au-delà de se faire ou bien de se procurer le matériel comme les berceaux, les poussettes, le seau, la bassine, il est très important que l'homme accompagne la femme dans la réorganisation de la maison et en préparant le nécessaire qu'il faut pour que ce bébé, quand il va arriver à la maison, soit dans un bon confort, ainsi que lui et la maman. Il est aussi important d'apprêter la valise qu'il faut amener à la maternité avant le 7e mois de grossesse. Parce que, évidemment, on peut mettre au monde un enfant prématuré, ce qui n'est pas souhaité, mais ça peut arriver. Et il est aussi important que cet homme puisse, quand bien même la femme enceinte n'a plus sa forme habituelle, c'est-à-dire que les hormones de la grossesse parfois changent la forme de la femme enceinte. Déjà, le ventre pousse. Parfois, les membres prennent du volume, c'est-à-dire les œdèmes apparaissent et le visage peut être bouffu, excusez-moi, le nez, tout peut changer sur le visage, mais il faut que cet homme, s'il aime bien sa femme, puisse la soutenir en lui faisant des compléments sincères pour l'aider à se sentir encore belle. Ce n'est pas facile de voir combien de fois les hormones amènent au changement de la forme et des humeurs. Donc, il doit faire un effort pour supporter les humeurs qui varient régulièrement. Il devait être fort aux côtés de cette femme et quand il arriverait, qu'elle doute ou qu'elle ait envie de pleurer ou qu'elle stresse, que ce soit lui qui lui dise « Ma chérie, n'aie pas peur, je suis à côté, je suis avec toi, tout ira bien. » L'homme devra faire un effort pour ne pas rater l'arrivée au monde du bébé, pour vivre cet instant magique dans la vie du foyer. Alors Bernice, merci beaucoup pour ces précieux conseils. À très bientôt. Merci Olive. Au revoir. Au revoir.
Pour faire la lumière sur l'épilepsie, cette maladie entourée de mythes et de tabous dans nos sociétés, je partage ce plateau avec le professeur médecin-colonel Komi Asogba. Il est neurologue et chef service de neurologie au Centre hospitalier universitaire de Lomé. Professeur, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame, c'est un plaisir partagé. Comment vous allez? Je me porte très bien. Nous démarrons ce grand plateau avec ce micro-trottoir qui nous révèle les avis des personnes interviewées sur l'épilepsie, ses causes et sa prise en charge. J'ai plusieurs fois entendu parler de l'épilepsie. C'est une maladie, c'est l'une des maladies qui attaque souvent les nerfs, le cerveau. Et si une personne est atteinte de l'épilepsie, il peut souvent, ça peut l'arriver, il va piquer une crise. Elle se contamine par le sang, on peut pas le prévenir. Et il y a l'alimentation, l'hygiène aussi, et à travers aussi les remèdes. Quand Frano Nignonwa, Nemia Kunswa, Midia de Mianono, Milai Konji mi analyse. Ye mi analyse, on a dokitao, o fo don ale mi antia, nswanchi alo nyonwa antia, o la glenami. Nemi bo, nemi tro de mianono, wane nswanchi bele, nyonwa nele jivika kala jikore, e baname, leke be baname do. Sanva ya me konchi bele, amero bana simeleke, koko pozwa. E do asono jana jena zome ofiona no janya fi ko janya do amega ho sona egbe alo carton o sinamate sito wa to ezole fun o la to ezole fun e baname o bene na fi ka mi ajanyin le ebe kontan koro fun ko ton be po kakaka ebe nkume ba kone be sita no pozo fun no zonto eme o bene e dom te deno de yenyi bo yin na kone ola be ngbadu gali o ngbadu fetre o ngbadu nu ya leke o ola no ame ibo be gbe o ona na mo yovo ba chike chale o zenevu ane gami asu eva na poe edo na eje na me aji poe move on. Tani globe dolele anya emu mo uje nu vo agbere ka gbe npon wa le fide npon ba ma ele moji poa e ko gezere pa ele titi le di le anyigba zere ka ko ma popoa o koko ezere ka so ikonji vo nya bo danado konji nya bo danile wate gbenu le gbovo anya nya obo konji to woni obo e ga trodo na mi dono. L'épilepsie, c'est une maladie née, quoi. Je ne sais pas si on peut la guérir ou bien la prévenir même. Oh, Janim Globe dolele wa. E ma glable me nyum mon jenti olo. Janim Globe dolele bon. Mabe nkwe tepe kwa liki nkwe rwa. Harika kwa mnikwa ba amia eyi anigba. Wa futukpo le tole enumene nkwo. Wanga mile funa mondo le po ayani kaka kwa. Ova kokwe sobe rula wa. Mbaba tova to fun me kpoda bena de leke be ona me ado ma wa nkwa me agbali ambonita. Wa nke gome enyim so wa depo enyim nyane obane alo o mbane o. Ale tan obobo ona nyisi bendio o ona magbedo bendio na me. Voilà, professeur colonel Asogba, voici la vie de nos chers concitoyens. Quel est votre point de vue sur tout ce qu'il vient de nous dire? Merci beaucoup, madame. La population, ma première impression va aller sur la connaissance de la maladie. Il y a un manque d'informations sur la population, d'où l'intérêt de cette émission. Professeur, moi, ma première question est de savoir, est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Merci beaucoup. Dans le reportage, il y a la population qui pense que l'épilepsie est une maladie contagieuse. Malheureusement, dans la médecine moderne, cette assertion est fausse. L'épilepsie
est une maladie non contagieuse. Pour cette précision, dites-nous concrètement comment expliquer cette affection. Qu'est-ce que c'est concrètement? L'épilepsie, c'est une maladie, comme les gens l'appellent dans notre langue locale, quelqu'un qui tombe. De façon brutale, quelqu'un qui tombe. Donc, c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps. Mais la conception à l'époque était que les sujets sont possédés par un dieu. Donc, comme c'est une survenue brutale, dont l'être humain a cru que ça vient d'une force surnaturelle qui vient du ciel. Mais avec la médecine moderne, on a découvert qu'il s'agit des anomalies, des manifestations qu'on appelle des manifestations électriques qui viennent de notre cerveau. Et comment ça se passe concrètement dans le cerveau? Qu'est-ce qui provoque ces crises? Concrètement, dans le cerveau, il y a deux mécanismes. Tout cerveau, il faut noter que chez l'être humain, tout cerveau peut faire des crises d'épilepsie. Les deux mécanismes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une régulation de l'excitabilité au niveau du nerf. Notre cerveau travaille comme une machine électrique. Et donc, en permanence, il y a deux pôles, comme au niveau du courant électrique, il y a un pôle négatif et un pôle positif. Donc, en permanence, l'organisme, le cerveau, fait en sorte que les deux pôles s'équilibrent. Maintenant, pour une raison ou une autre, il peut y avoir un déséquilibre. Il y aura une excitabilité, c'est-à-dire que le courant va prendre dessus quelque part, et lorsque ce courant devient plus fort quelque part, le sujet va faire des crises. Et qu'est-ce qui peut provoquer ces déséquilibres? Qu'est-ce qui peut causer ou provoquer l'épilepsie? En général, il y a des causes et il y a des systèmes qu'on appelle sans cause. Donc, il y a des causes connues. Il y a des causes connues et des causes qui sont cachées, qui ne sont pas connues. Et donc, on dit, il n'y a pas de cause. Enfin, il y a des causes qu'on ne connaît pas. Donc, des causes qu'on ne connaît pas sont plus fréquentes. Mais les causes qu'on connaît beaucoup plus facilement, il s'agit en général des accidents de la voie publique. Et le sujet va cogner la tête, donc va faire ce qu'on appelle un traumatisme ou une plaie dans le cerveau. Il a un risque de faire des crises d'épilepsie. Lorsqu'il y a un sujet qui consomme beaucoup d'alcool, ça va plus tard agir sur son cerveau et faire des crises d'épilepsie. Lorsque le sujet va attraper certains microbes, certaines maladies, ça va aller dans son cerveau et créer ce déséquilibre électrique et donner des crises d'épilepsie. Lorsque nous avons un bébé qui est né et lorsque les conditions d'accouchement sont difficiles, le bébé est né, il n'a pas pleuré en même temps, on doit le secouer avant qu'il ne pleure, ça va créer plus tard un choc ou bien une plaie dans son cerveau et il va faire des crises. Donc, les traumatismes à la naissance? Les traumatismes à la naissance sont vraiment source d'épilepsie. Et enfin, chez le sujet âgé, les sujets qui ont pris de l'âge, qu'on appelle les sujets âgés, donc le cerveau commence par vieillir. Et lorsque le cerveau commence par vieillir, il y a ce déséquilibre qui devient plus important. Et les sujets qui ont vieilli aussi vont faire des crises d'épilepsie. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de causes au niveau de la femme enceinte? Au niveau de la femme enceinte, il y a peut-être des causes indirectes. Si la femme est éthylique, c'est-à-dire prend beaucoup de l'alcool, si la femme prend certains médicaments qui vont endommager le cerveau, si la femme a une infection qui va endommager le cerveau, en ce moment, la femme enceinte peut créer chez son enfant des conditions d'une épilepsie. Deux phénomènes sont liés. Il faut un très bon suivi de la grossesse. Il faut vraiment une attention particulière pour la sortie de l'enfant. Existe-t-il des facteurs déclencheurs des crises? Merci beaucoup. Il existe des facteurs qui déclenchent les crises.
Le premier facteur qui déclenche les crises chez un sujet connu épileptique, c'est le manque de sommeil. Si vous êtes épileptique, lorsque vous consommez de l'alcool, vous allez faire les crises dans les jours qui suivent. Lorsque vous oubliez de prendre vos médicaments, vous allez faire les crises. Lorsque vous faites une infection comme le palu, la méningite, vous avez fait votre crise d'épilepsie. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 50 millions de personnes sont touchées par cette affection dans le monde et 80% de ces personnes atteintes vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Quelle est la situation de l'épilepsie au Togo? D'après les données de l'OMS, la situation de l'épilepsie au Togo est de 18,6 pour 100 000 habitants en termes de prévalence et en termes de taux de mortalité, on est à 3,5 pour 100 000 habitants. Donc, selon les études que nos patrons avaient faites il y a quelques années, l'épilepsie au Togo tourne autour de 100 000 personnes. Ça fait quel pourcentage à peu près? À peu près, ça faisait 9 pour 1000, 9 pour 100 000 habitants. Ça date de 2020. Donc, on suppose que la situation n'a pas trop évolué. Pas trop changé. Je vous propose dans ce sujet l'état de 3 patients souffrant d'épilepsie. Vous découvrirez quand et comment la maladie a-t-elle commencé chez chacun d'eux, la démarche thérapeutique suivie et comment se porte-t-il aujourd'hui. Vivia Zozovane, Yemulera Taji Veledan, la Lamazano, Gonas, Jeji, Ekobelo Chukara, le 3 fois le Punkubi. Elle a foulé, elle a le 3 fois le homo, Joseph Lamana, le mouille, le mouille, Bazan, de quoi. Que moi, when I am Joe le fond par Medeba, tu ne veux que pour mais ma quoi est conduit, et il faut que je craigne le conduit quoi. Et Gemini, voilà que on est capable, que tu vas ça, appliquer son donné. Au d'abord, pour pousser comme blaner, comme depuis chané quoi. Et il casse. Zenene be we bayo. Zate. Zadene be we bayo. Odia edo problema. Ah, comme dia, o dia analyse les niveaux les kwanji. Que son résultat, il y a aussi un elle est là, nous mbe emba o mu achi kere pepe ni o efa mizereka efa mi to efa mizereka ke ba le si ale e ba le do awo o bo do ke bela li ya ye pe ni won pona ponyere e pona ponyere e blanya le pepe enya na no a enya na no rudo e pia ma to na bi ke ngwe mu fofua va ke mvanya ye mba ikonji benene mba kpo be de va le flanke mboye mba ikonji va ko bia ma be nyunya wetrene ke e fao ko bia échographie que muia ele o wetria meton do nde kwa ko mbo na dona muia wa nto da dazerka que ma dire dia e fo mu dun ke mboye o dona mu d'accord au programme da ke azagbe supua ye ko o dona. Comment ça te fait? Ma tête te fait mal. Est-ce que les mains là c'est lourd? Non. C'est bon? Faut déposer. Faut me serrer la main fort. Faut serrer fort. Encore. Ça aussi. Faut serrer. C'est bon. Faut soulever le pied là. Faut soulever. Faut soulever encore. Faut garder ça comme ça. Ça fait mal? Oui. Il faut plier ça comme ça. Est-ce que c'est lourd? C'est pas lourd. C'est bon. Faut déposer. Là aussi, on va soulever ça. Faut garder ça comme ça. Tu vas plier ça. Est-ce que c'est lourd? C'est pas lourd. Tu vas déposer. Ici, ça fait mal? Oui. Faut regarder mon doigt. Faut regarder. Faut pas tourner la tête. Faut regarder à doigt.
faut ouvrir la bouche. Faut crier ah. Ok. Faut fermer les yeux fort. Plus fort. Ferme. Ah. Ok. Faut respirer. Les épilepsies constituent l'une des affections neurologiques les plus fréquentes que nous rencontrons le plus souvent au centre hospitalier régional Cara. Nous recevons beaucoup de patients qui souffrent de cette affection-là et les causes sont multiples. Mais les causes les plus fréquentes dans nos milieux ici sont liées le plus souvent à une affection parasitaire qu'on appelle la cysticercose, qui est un parasite du cochon. Un cochon qui est infecté par ces parasites et dont on consomme la viande mal cuite, on peut contracter cette affection. Mais ce qui est important, c'est de traiter la maladie pour soulager le patient. Un jeune de 42 ans qui est suivi ici depuis 2022 pour des crises généralisées tonico-cloniques, et il est là et puis d'un seul coup, il tombe en convulsion, il secoue, parfois il mord la langue, il perd les urines, et après il reste dans le coma pendant quelques heures, et ensuite il se réveille. Évidemment, quand on a fait l'électroencéphalogramme, les crises peuvent survenir au cours du sommeil. Quand il est arrivé à notre niveau, il nous a expliqué. Nous avons fait l'électroencéphalographie qui a confirmé les anomalies épileptiques. Le scanner était normal. Okay? On n'avait rien trouvé à ce niveau. Lorsqu'il a été mis sous traitement, il était mis sous une molécule, mais ça n'a pas tenu. Nous avons dû changer de molécule pour enfin arriver à bout. Il est revenu le 31 janvier. Il m'a dit qu'il n'avait plus fait de crise depuis plusieurs mois. Ce qui nous intéresse, le plus souvent, les difficultés pour le diagnostic, c'est qu'est-ce que vous avez constaté chez le patient? Ok? Il faut le dire. Parfois, les gens n'arrivent pas à le dire exactement. Parfois, les gens cachent. Il y en a qui cachent. J'ai déjà eu un cas où le sujet est venu. Il m'a raconté toute une autre histoire. Et mais j'ai fini par comprendre qu'il faisait des cris d'épilepsie. Quand je lui ai demandé, mais vous faites des cris d'épilepsie? Il m'a dit oui. Donc, c'est pour dire le problème lié à la culture même, pour avouer la maladie. Oh, il n'y a pas de honte en termes de maladie. D'accord? La seconde difficulté, c'est peut-être les moyens pour faire les examens qu'il faut. Nous sommes de retour sur ce plateau. 2 patients que vous avez pris en consultation, ce sont des enfants. Et dans le micro-trottoir qu'on a suivi, il y a un des interviewés qui a parlé d'épilepsie innée. Est-ce que l'épilepsie est héréditaire? L'épilepsie a des causes génétiques. Quand vous avez des parents épileptiques, papa et maman, l'enfant n'a pas obligatoirement le risque de faire épilepsie. Donc, ce n'est pas héréditaire. Lorsque le parent a l'épilepsie, l'enfant peut ne pas avoir l'épilepsie. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Mais il peut y avoir des modifications au niveau génétique qui vont aller déséquilibrer au niveau du cerveau l'équilibre de la circulation électrique. Donc, on peut dire que c'est inné, on peut naître avec. Lorsque votre cerveau a eu des chocs au niveau de la formation, avant votre naissance, ou au cours de l'accouchement, vous pouvez naître avec des crises d'épilepsie. Les parents ne transmettent pas l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie des âges extrêmes. Parce que les 2 enfants qu'on a vus, la maman l'a dit, l'enfant est né à l'accouchement, tout s'est bien passé. Elle a fait un bon suivi de sa grossesse. Mais elle a dit quelque chose qui a retenu notre attention. Elle était sous contraception. Elle était censée ne pas tomber enceinte pendant 5 ans. Mais 3 ans après sa contraception, elle remarque un jour que quelque chose bouge dans son ventre. Elle va à l'hôpital, après les examens, on révèle qu'elle est enceinte. Est-ce que
cela ne serait pas aussi une cause de l'épilepsie de son enfant? Non, Non? non, la contraception est à part, ça n'a rien à voir avec l'épilepsie. L'enfant est bien né, l'enfant a été césarisé, l'enfant a pleuré aussitôt selon la maman, mais chez ce petit garçon, il y a une infection qui est venue. Donc, c'est une infection qui a amené la crise de l'épilepsie. En général, les infections que nous avons qui sont beaucoup fréquentes chez les enfants, c'est le paludisme chez l'enfant, les méningites, les encéphalites sont des infections fréquentes qui vont endommager le cerveau de l'enfant et faire des crises d'épilepsie. Les infections ORL aussi. Les infections ORL, si ça se complique, si ça ne se complique pas pour rentrer dans le cerveau, ça ne va pas donner des crises. L'épilepsie a plusieurs manifestations. Voilà. Il y a une manifestation qu'on appelle grand mal, qui se déroule en 3 phases. C'est ce que la population connaît. C'est ce qui fait tomber. Cette épilepsie fait tomber de façon brutale. Même pendant le sommeil. Ça peut survenir pendant le sommeil. Le sujet ne sait pas quand ça va commencer. Et le praticien neurologue ne peut pas dire l'épilepsie commence tel jour. Le sujet, il va tomber, il devient raide et il ne respire pas. Et quand il va tomber, après quelques secondes, il va commencer maintenant à faire des mouvements de flexion-extension de ses 4 membres. C'est ça, tout le monde connaît. Et après, il se calme. Donc, pendant ce moment de flexion-extension et avant de se calmer, s'il avait les urines dans sa vessie, il va faire les pipis. S'il y avait les selles dans son rectum, il va faire les selles. Et pendant ce moment, la salive, la quantité de salive accumulée dans la bouche, ça va sortir. Donc, c'est ce que tout le monde voit. Et après cette phase, la 3e phase, le sujet, sa respiration sera très bruyante. Et après, maintenant, il se calme. Après un temps, il se réveille. Quand il se réveille, il se lève, il reprend son chemin sans savoir que quelque chose s'est passé. Mais il y a d'autres formes. Il y a ce qu'on appelle l'épilepsie absence. C'est très fréquent chez les enfants. Où il n'y a pas de convulsion. Il n'y a pas de convulsion, il n'y a pas de chute. Donc, l'enfant est là pendant un temps. Si c'est à l'école, on est en train de faire la leçon à l'école. L'enfant est là, il se bloque. Pendant quelques secondes, il revient. Donc, si la maman, les parents ou l'enseignant ne sont pas attentifs, ils ne vont pas savoir. Donc, ça prend quelques secondes à 1 minute, l'enfant y revient. Donc, on appelle ça épilepsie absence, très fréquent chez les enfants qui sont accusés de maladroits, qui sont accusés d'étourdis à l'école, qui sont accusés de fainéants, parce qu'au moment où il doit se concentrer, il fait sa crise, il n'est pas là, il ne suit pas les autres. Il y a d'autres manifestations qui sont beaucoup plus discrètes. Le sujet peut perdre la parole. C'est des crises phasiques. Pendant quelques temps, il perd la parole. Après, ça revient. Il y a des crises cognitives dont le sujet, son mémoire, il va oublier. Il l'oublie. Il est là et puis il oublie. Après, ça revient. Donc ça, c'est des crises. Il y a des crises sensitives où, par exemple, le sujet peut sentir des fourmis circuler dans son bras, des fourmis qui montent. Ça monte comme des fourmis, et ça revient, ça monte comme des fourmis. C'est des crises sensitives, sauf que ces crises sont plus rares. Les sujets ne pensent pas que ce sont des crises par rapport aux crises qui font tomber. D'accord. Et chez le nouveau-né, comment reconnaître l'épilepsie chez un nourrisson, par exemple? Un enfant qui ne parle pas. Chez un nouveau-né, un nourrisson, on reconnaît les crises par des convulsions. La plupart des enfants, ils manifestent leurs crises par des convulsions. Et c'est grâce à ces convulsions qu'on va savoir qu'il fait des crises. Ou soit si l'enfant ne convulse pas, quand l'enfant est dans le coma, on peut faire dans la recherche pourquoi il est dans le coma, électroencéphalogramme qui va montrer
des crises. Dans un bébé qui dort par moment, on le réveille, on le secoue, il ne se réveille Il pas. ne se réveille pas. Mais à un moment, il revient. À un moment, il revient. Donc, on va se poser la question, pourquoi? Donc, ces signes doivent attirer l'attention des Ça parents. doit attirer l'attention des parents en sachant que le nouveau-né, il a un temps de sommeil long. Donc, si c'est extraordinairement plus long, qu'on va s'inquiéter. D'accord. Merci beaucoup, mon colonel. Les personnes souffrant d'épilepsie sont-elles exposées à d'autres problèmes de santé? Oui, les sujets épileptiques sont comme toutes les autres personnes. Ces personnes épileptiques ou souffrant de l'épilepsie peuvent avoir d'autres problèmes de santé. Ils peuvent avoir l'hypertension artérielle, peuvent souffrir du diabète, peuvent souffrir de la goutte, peuvent souffrir d'autres maladies. Qui n'ont rien à voir avec qui son n'ont épilepsie. rien à voir, qui n'ont pas de relation directe Avec avec l'épilepsie. l'épilepsie. D'accord. Mais avec l'épilepsie, le sujet peut faire des complications. Et justement, quelles peuvent être les Donc, complications? les complications que le sujet peut faire sont de plusieurs ordres. Le sujet fait des traumatismes fréquents. Donc, quand le sujet tombe, il tombe souvent avec la face. Et donc, ce sont des sujets qui vont avoir un traumatisme bucco-facieux. Donc, les dents, les sujets épileptiques perdent beaucoup les dents. Ils se cassent la figure. Donc, ils font des traumatismes fréquents. Le sujet épileptique peut tomber dans l'eau. Le sujet épileptique peut tomber dans le feu. Les accidents de la route sont en partie dus à des crises convulsives. Les complications encore, ce sont des sujets qui vont faire plusieurs crises qui ne sont pas sous traitement. Après, ils auront des troubles de mémoire. Donc, et leur cerveau va vieillir plus que leur âge. Donc, ils vont présenter des troubles de mémoire. Et les sujets épileptiques ne doivent pas aller à la piscine. Et comment réagir face à une personne en pleine crise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut rien mettre dans sa bouche. Que ce soit de l'eau, que ce soit du miel, que ce soit de l'huile rouge. Une cuillère. Surtout, ne pas mettre la cuillère, ne pas mettre un objet métallique dans sa bouche. Pourquoi? La personne va casser ses dents après la crise. Donc, on va lui faire plus mal que du bien. Un sujet qui est en train de faire la crise, il faut le mettre dans un endroit sécurisé. En position de sécurité, vous le laissez tranquille. Et c'est quelle position? Position latérale, la personne se couche. Peut-être il peut vomir, donc on le met sur la position latérale de sécurité. On le laisse tranquille, on ne lui fait rien. Lui-même, il finit sa crise, il se réveille. Okay. Professeur, parlons maintenant de la prise en charge. Comment prenez-vous en charge? Comment traitez-vous l'épilepsie? Le sujet, en général, après plusieurs crises, après plusieurs tentatives dans plusieurs centres, c'est-à-dire qu'il y a aussi souvent errance thérapeutique. Il y a beaucoup d'errance thérapeutique et l'errance est liée à nos croyances. Et donc, on va aller premièrement chercher la solution dans ces endroits. Et lorsque ça ne donne pas de résultat, ils viennent à l'hôpital. Tenez-vous bien, il y a des croyances qui disent que l'hôpital ne guérit pas cette maladie. Voilà. Alors qu'on peut avoir 80% de guérison de l'épilepsie. Donc, nous examinons la personne, nous interrogeons l'entourage. Le sujet lui-même, rarement, peut vous raconter. Et ils vont nous expliquer. Et quand on nous explique, ça nous permet d'identifier qu'effectivement, il s'agit des crises. Et c'est en ce moment la prise en charge commence après l'examen, par le bilan qu'on fait en général. On va faire une prise du sang pour voir s'il n'y a pas les infections. On fait l'électroencéphalogramme pour voir l'électricité du cerveau et on fait le scanner pour voir comment le cerveau, dans sa forme physique, se porte. Après ça, l'épilepsie est confirmée, on met le sujet sous traitement. Les crises vont progressivement, 6 mois, 1 an, commencer à devenir rares. Donc, c'est pas comme le palu où on traite aujourd'hui, ça s'arrête. Ça met du temps avant que le cerveau
ne puisse comprendre, accepter, prendre ce médicament et remettre l'équilibre au niveau de son système. Donc, un traitement long? Il s'agit d'un traitement long Qui doit être bien suivi, qu'on doit respecter. Bien suivi, bien respecté, qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut continuer. Et nous disons aux épileptiques que l'épilepsie a 3 commandements. 3 commandements. Premier commandement, il faut prendre ses médicaments. Deuxième commandement, il faut dormir suffisamment. Troisième commandement, il faut éviter les excitants comme l'alcool. Professeur Combaté, votre collègue a parlé de quelques problèmes auxquels vous faites face dans la prise en charge de ces affections. C'est la stigmatisation, le rejet, ce qui fait que même les malades et leur entourage cachent parfois ces malades. Quels sont les autres défis auxquels vous faites face dans la prise en charge de vos patients? Il s'agit d'une maladie qui fait la honte de la famille. À l'école, quand un enfant fait les crises, il n'y a plus le cours le jour-là. Quand un enfant va faire crise dans la classe, toute la classe va sortir, le cours est fini le jour-là. Pourtant, l'épilepsie est une maladie comme toute autre. Oui, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Même l'enseignant n'a pas l'information suffisante. Tout le monde va quitter. Donc, voici les défis auxquels nous avons. C'est une maladie chronique dont le traitement est long. Et donc, la prise continue quotidienne pose problème. À un moment donné, les gens vont abandonner. Donc, il y a des abandons qui sont les défis pour nous. C'est une maladie au long cours dont le coût du traitement peut amener des familles à un moment donné qui n'ont pas de moyens à abandonner. C'est une maladie au long cours. Le défi également est la scolarisation de la personne épileptique. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le défi, c'est l'intelligence de cette personne. Donc, cette personne peut, si les crises ne s'arrêtent pas, va perdre son intelligence, va perdre ses capacités intellectuelles. Le défi pour nous, c'est aujourd'hui beaucoup de sujets qui ont le permis de conduire alors qu'ils sont épileptiques. Ça, c'est un défi de santé publique où des gens, ils font des crises au volant, vont faire des crises sur leur moto pour eux-mêmes, pour la population. Et qu'est-ce que vous faites pour relever ces défis? Est-ce qu'il y a des associations qui sont créées? Est-ce que vous communiquez, vous sensibilisez les parents? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que les médicaments sont à la bourse de tous les patients? Lorsque nous recevons un sujet épileptique ou son entourage, nous faisons ce qu'on appelle le counseling pré-thérapeutique. Nous leur expliquons de long en large tout ce que je vous ai dit. La consultation d'un épileptique prend du temps. L'examen, c'est très, très rapide, mais vous devez lui donner des conseils, lui expliquer les conditions du traitement, la survenue des crises, comment se comporter, et à l'école, comment ça se fait. C'est vrai qu'au niveau de la sensibilisation des enseignants, beaucoup ne sont pas informés, donc il y a beaucoup à faire. Donc, nous sommes en train de créer la Ligue togolaise contre l'épilepsie, qui va rassembler les professionnels et les patients souffrant de l'épilepsie. Ça, c'est en cours. Mais les associations, les ONG, pour le moment, on n'est pas encore au courant de certains qui peuvent exister, c'est possible. Mais nous sommes toujours ouverts pour accompagner les gens dans la sensibilisation de masse, dans l'information. Le coût du traitement est très, très, très à la portée de tous. D'accord. Il y a un médicament qui est vraiment d'accès facile, qui est moins cher, qui est de disponibilité permanente. Comment prévenir l'épilepsie? Des moyens de prévention existent. La première chose, c'est bon que l'initiative du gouvernement où tout le monde doit porter un casque est très salutaire. Il faut éviter les traumatismes crâniens, dont les traumatismes du cerveau. Il faut de très bonnes conditions d'accouchement de l'enfant. Il faut à la maman de surveiller la fièvre chez son enfant. Donc nous disons à la maman, avoir un flacon de médicaments pour la fièvre sur votre lit. Lorsque l'enfant chauffe, il prend en même temps. Il
faut pas laisser que ça continue. Maintenant, ceux qui sont déjà malades prennent le médicament. L'épilepsie est une maladie qui se guérit, qui ne se contamine pas. Amenez les enfants à l'hôpital. Beni onikane one adogboku no jena subu no ahon ya pe na adogboku e oni kegben made ya lọ dókítà na ka lo yi dókítà iyan aka fu onia ewo wa lewo ni wa ni iyan ati wa to bo se no nikana subu be na ahon kegben lọ dókítà ewe ewa ba fu elewe e kan o ewe ewo ko se ngbowo bukie. Vous n'êtes pas que neurologue, vous êtes psychologue, n'est-ce pas? On revient tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Le stress est une réaction normale de l'organisme face à toute situation quelconque de la vie. Il importe néanmoins de lui accorder une attention particulière lorsqu'il commence à impacter notre qualité de vie. Comprendre le stress et mieux le gérer pour demeurer en bonne santé au quotidien, c'est le sujet qui nous intéresse dans la dernière partie de cette émission. Et pour aborder le sujet, je suis avec le professeur colonel Komi Asogba. Il est neuropsychologue, chef service de neurologie du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Professeur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. Vous allez nous aider à comprendre ce que c'est que le stress, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est concrètement? Le stress est un ensemble d'émotions, positives ou négatives, que nous manifestons face à une situation interne ou externe à notre corps. C'est quelles sont les situations qui peuvent nous stresser? Je veux parler des causes du stress. Notre organisme a des situations internes de stress qui sont normales pour ce que nous appelons le métabolisme, c'est-à-dire pour le contrôle de l'organisme. Les événements externes vont agir sur ce système interne pour créer le stress extérieur que nous observons. Les causes internes, il s'agit de nos émotions, nos façons de réagir face à des situations données. Cela dépend en partie de notre éducation, de notre culture, de notre vécu, de notre environnement. En général, c'est des situations interpersonnelles, c'est des conflits interpersonnels, intergénérationnels, interprofessionnels qui font que vous voulez une situation, on vous présente le contraire. Vous donnez le meilleur de vous-même, l'autre pense que vous en faites de moins. Donc, il s'agit en général de certaines reproches mal ordonnées, mal adressées face à l'interlocuteur qui va créer en lui un sentiment de sous-estime et ça crée de la frustration et ça fait naître avec l'accumulation ce sentiment de stress ou ce complexe d'angoisse. Et justement, comment faire la différence entre le stress et l'angoisse, professeur? C'est le stress qui amène à l'angoisse. Lorsque vous accumulez le stress, vous allez le manifester sous forme d'angoisse, sous forme d'inquiétude. Et donc, votre organisme va réagir. Le stress n'a pas d'arbre anatomique. Le stress est à l'intérieur. C'est le psychisme, c'est notre fort intérieur. Maintenant, pour se manifester, pour mettre en exergue son existence, pour s'extérioriser, le stress va s'accrocher à votre corps. Donc, va utiliser votre corps pour s'extérioriser. Et en ce moment, vous allez manifester de l'angoisse avec des palpitations, dans le cœur qui bat très fort, avec la peur inexpliquée. Pour une raison ou une autre, vous avez peur. Ça va se manifester par des douleurs de partout, sans raison, une fatigue excessive malgré un sommeil. Ça va se manifester par un sommeil insuffisant.
Vous allez dormir toute la nuit, vous vous réveillez comme si vous n'avez pas dormi. Parfois, vous allez au lit, le sommeil vient, 1 heure de temps après, vous vous réveillez, c'est parti pour le matin, le sommeil refuse. Ou d'un autre côté, vous allez au lit, vous restez jusqu'à tard vers la fin de la nuit avant que le sommeil ne vienne. On pense qu'on est malade, mais en fait, on est stressé. Oui, en fait, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Ça, quand ça rentre maintenant dans l'angoisse, dans l'anxiété, ça devient une maladie, mais qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est le stress qui est la cause. On va aller chercher la cause ailleurs, alors que c'est le stress qui est la cause. Justement, comment le stress peut-il impacter notre santé? Quel effet cela peut avoir sur notre santé et notre Lorsque bien-être? vous êtes stressé, que vous avez de l'angoisse, votre cœur va battre plus fort. Quand votre cœur bat plus fort, le cœur devient gros. Quand le cœur bat plus fort, vous allez développer l'hypertension artérielle. Donc, on va développer le gros cœur. On est à Le risque. gros cœur, et après, vous pouvez développer l'hypertension artérielle. Lorsque vous êtes dans l'angoisse, votre corps sécrète ce qu'on appelle des substances de défense. C'est comme si vous êtes agressé. Quand on a peur, on est dans une situation d'agression et on se défend. Donc, votre corps va fabriquer des substances, des éléments pour se défendre. La fabrication importante de ces éléments est toxique pour l'organisme. Et donc, c'est ça qui va modifier votre métabolisme, donner l'hypertension artérielle. Vous êtes nerveux à tout moment. Pour moins de choses, vous êtes nerveux. Ça va vous amener une baisse de la concentration. Le travail que vous faites d'habitude en 30 minutes, vous allez prendre 2 jours pour le faire sans même finir. Et vous allez le faire mal. Ça va vous donner des troubles de mémoire. Vous êtes là, vous voulez faire quelque chose, vous êtes perdu, vous perdez le fil à tout moment. Donc, ce sont les signes dommages que ce stress va causer. Le stress peut vous causer le diabète. Et lorsque vous commencez à sécréter, ça va vous causer le diabète. Le stress va vous amener le manque d'appétit. Vous n'avez pas faim. Vous êtes là, vous trouvez la nourriture, vous n'avez pas envie de manger. Et donc, ça désorganise votre organisme, ça va déstabiliser le système. Par contre, le stress peut vous amener à beaucoup manger. Ou bien vous êtes dans un système où c'est le chef, votre chef, ou bien le système vous demande des résultats de façon pressante. Vous devez produire. À un moment donné, vous êtes acculé. Je vous fais comprendre que le stress est au centre de plusieurs maladies. Comme vous l'avez si bien dit, le stress peut vous amener à un accident vasculaire cérébral dans l'immédiat. Lorsque vous avez une émotion négative forte, votre pression artérielle va monter, va rompre des tuyaux, des vaisseaux dans votre cerveau, vous pouvez mourir. Vous pouvez faire une crise cardiaque, qu'on appelle infarctus du myocarde, et en mourir. Avec le stress, l'angoisse, vous pouvez faire un accident de circulation. Vous êtes en train de conduire votre engin, votre idée est ailleurs. La route ailleurs, vous allez faire des accidents. Le stress peut amener une consommation excessive de l'alcool. Le stress peut amener au suicide. Voilà un peu là où ça peut arriver. Autant de problèmes de santé que le stress peut nous causer, d'où la nécessité de savoir surmonter son stress, n'est-ce pas? Et vous allez nous aider ce soir à voir comment surmonter nos stress, comment surmonter ces émotions fortes, ces anxiétés, ces peurs qui nous envahissent ou ces peurs qui font partie de notre quotidien. Évidemment, comme vous l'avez dit, ce sont des situations avec lesquelles nous sommes appelés à vivre au quotidien. Nous devons apprendre à vivre avec. Et nous devons développer des stratégies pour prendre de la hauteur. C'est ce qu'on dit, prendre de la hauteur. Relativiser les accusations, relativiser les jugements, minimiser les appréciations. Prendre de la hauteur face à toute situation. Il faut faire avec, il faut s'adapter, il faut se conformer, il faut faire avec.
Le stress pourrait aussi agir sur la fertilité. Est-ce que c'est vérifié? C'est vérifié, le stress est un agent motivateur et un agent dépresseur. Lorsque vous avez le stress, chez l'homme, la plupart du temps, lorsque les gens parlent de faiblesse sexuelle chez l'homme, il s'agit des situations de stress. Il s'agit des situations d'angoisse. Lorsque vous avez le stress, vous n'avez pas l'appétit sexuel. Lorsque vous avez le stress, vous êtes dans l'angoisse. Quand vous voyez une femme, ça ne vous semble pas être une femme. Vous la voyez comme un individu. Et donc, le stress va émousser, l'angoisse va émousser vos sens érotiques. Et donc, ça va agir sur votre production, sur votre fertilité. Chez la femme, lorsque la femme va se mettre dans l'enveloppe de l'angoisse, la femme n'a aucune envie de l'activité sexuelle. La femme n'a aucune envie, ça va agir sur ces hormones qui vont produire les menstruations. Et il y a des angoisses qui arrêtent les menstruations. Ce soir, vous allez nous donner quelques conseils pour surmonter, vivre au mieux, malgré tant de problèmes qu'on a. Que faut-il faire, professeur? Merci beaucoup. Il nous appartient, nous l'avons déjà dit, on va commencer par les couples. Si dans votre couple, il faut d'abord savoir qu'on est dans le stress. Il faut savoir d'abord qu'on est dans l'angoisse. C'est le premier pas. Vous êtes normal tous les jours. À un moment donné, vous avez commencé à sentir les palpitations, comme si vous n'arrivez pas à respirer, avec les signes que nous avons cités. Vous devez savoir que vous êtes en état de stress et d'angoisse. Comme les Anglais le disent, il faut faire le calm down. Donc, il faut tout mettre la balle à terre. Dire que ça s'est déjà produit, je m'excuse. Ça s'est déjà produit, tu as raison. Et normalement, il n'y a aucune raison qui doit modifier notre capacité, notre habileté, notre activité sexuelle dans le couple, en dehors des situations de maladie. Donc, malgré vos problèmes, vous devez mettre la balle à terre, vous revenez sur votre activité sexuelle, sur votre vie de couple. C'est ça qui anime le couple, sur votre vie de couple. Et vous allez voir que le stress, l'angoisse même va dissiper lorsque vous commencez à vous refréquenter. Dans la vie professionnelle, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous devez vous adapter à la situation qui est en face de vous et vous allez vous en sortir toujours souriant, même si vous avez des problèmes. Trouvez les astuces pour dissiper l'ambiance de colère, l'ambiance de nervosité, et vous êtes tout le temps heureux. Les gens vont s'étonner pourquoi vous êtes toujours heureux. Bien dormir, danser, écouter de la musique, il paraît que ça ferait aussi du bien à l'organisme. Ça fait du bien à l'organisme, ça permet à l'organisme de créer des hormones de la joie, des hormones de l'ambiance, des substances de l'ambiance. Et donc, votre cerveau va sécréter, va produire des substances de l'ambiance. Et donc, dormir, manger, faire ce qui vous plaît dans la limite du possible, tout ce qui vous plaît va amener l'organisme à créer de l'ambiance à l'intérieur que vous allez manifester à l'extérieur. Laissez les problèmes au pied du lit avant d'aller au lit, n'est-ce pas, professeur? Vous laissez les problèmes au pied du lit avant d'aller au lit. Vous laissez les charges professionnelles au portail avant d'aller dans la maison. Merci beaucoup, professeur. Quel est ce dernier message, ce dernier mot que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs ce soir? Je souhaite que chacun soit dans le bonheur et que nous apprécions le minimum que nous avons avant d'acquérir le plus. Et nous serons heureux avec le minimum et le plus va venir. Enemia, yokwen lo bon ya agbalagba ya mokie lale ya afa fo beni oni anko wa gbo kanka je lokan boya ambu ni
Boya ise ni ka se liye. Boya ni alon suku akabu. Ode anko loli se ankabu. Ene nko ye nini. Boya wuko jo ni alo. Wuko tuko. Ben kaka se le aye. Njamia na ane ye. Njamia na sebe. Miko tuko se ngaka. Basi emo wabegba. Wa sise. Wa sise ni se enko afu elion. Ise papa ngo tuko pa. Àwọn mẹ́wàá fọ̀ ní wà lọ mọtí, wà mọtí tán ìṣe ẹ̀ǹkọ́ wà fẹ́. Donc kàn yà fọ̀ lálẹ́ yẹn nẹ̀ ní ẹnẹkẹ́nẹ kọ́ fún ìṣe ìjọ ní kọ́ wà láyọ̀, kọ́ wà nọ ìfẹ́, kọ́ wà nọ ayémọ. Ayémọ ẹ̀sán dọ̀fẹ́ ní ìṣe ìjẹ́ ìdọ̀fẹ́ ní ìṣe bọ́ọ̀nì ẹ̀bùẹ́ ìfújọ́, bọ́ọ̀nì àtẹ̀rẹsẹ̀ ìfújọ́. Bí ìṣe ẹ̀nà ní àníkọ̀sí àní ìtètè ṣe ìwọ pàápàá. Ukie au professeur Komi Assangwa. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, chef service de neurologie du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Merci pour ces instants passés avec nous et ce sera avec grand plaisir que nous vous recevrons une prochaine fois pour d'autres questions santé. C'est pour moi un plaisir. Merci. Le plaisir est alors partagé. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est fini ainsi pour notre rendez-vous de ce soir. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis également. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, bonne santé à vous. Au revoir.